Bonjour Léon Bonjour. Desfontaines. L'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur la fin de vie. Deux textes, l'un sur le renforcement des soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. C'est ce deuxième texte qui cristallise les réactions. Quelle est, vous, votre position ? Tout d'abord, j'aurais bien aimé qu'on ait un seul et même texte. J'y étais favorable, étant donné que c'est deux sujets en réalité qui traitent de la même question. C'est le fait que l'accompagnement à la fin de vie, au droit de pouvoir mourir dans la dignité, doit s'accompagner en parallèle de le développement massif des soins palliatifs. On a encore aujourd'hui 26 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Bien sûr, donc, mais ces deux textes déjà seront votés en même temps. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que certains veulent renforcer effectivement les soins palliatifs, mais peuvent s'opposer à une aide à mourir? Le fait que ce soit dissocié, finalement, ça peut permettre bien de clarifier les choses sur chacun des textes. Bien, moi, je pense qu'il faut voir justement le sujet dans sa globalité. Et c'est plutôt sain d'ailleurs qu'on ait un débat et que le représentant de la nation ait un débat dans sa globalité justement sur l'accompagnement à la fin de vie. Et je peux tout à fait concevoir que des députés soient opposés à la loi sur pouvoir mourir dans la dignité si en parallèle justement il n'y a pas eu de développement massif des soins palliatifs. Je le dis, moi j'y suis plutôt favorable sur ces deux textes de loi. En revanche, bien évidemment, j'insiste sur la nécessité qu'il y ait des soins palliatifs à hauteur, qu'on puisse développer l'hospitalisation à domicile, les interventions au sein des EHPAD pour permettre à ce que à chaque fois, systématiquement, ça soit un choix libre et éclairé et jamais un choix qui s'impose. Comment vous êtes forgé votre opinion ? Eh bien, en rencontrant des personnes qui n'ont pas pu bénéficier de cet accompagnement à la fin de vie, qui ont parfois souffert, qui parfois ont dû partir à l'étranger, mourir loin de leurs proches. Et je pense qu'on doit apporter à toutes ces personnes, à ces familles, des processus, en tout cas un process qui leur permette justement de pouvoir mettre fin à leur jour tel qu'ils le veulent, accompagnés de leurs proches, et que ça ne soit jamais, encore une fois, fait dans des conditions qui soient dégradées. Est-ce qu'il y a une unanimité au sein du groupe les communistes ? Il y aura, alors on a un groupe gauche démocratique et républicaine, nous avons notamment de nombreux ultramarins dans ce groupe, nous avons des divers gauches qui sont associés aux députés communistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une liberté de vote au sein du groupe. Je pense qu'une majorité de députés voteront ce texte de loi, mais encore une fois, et vous l'avez dit dans vos propos liminaires, c'est un débat de société qui divise la société, qui divise toutes les tranches politiques. Je pense que notre groupe sera bien évidemment majoritairement favorable à ces textes, mais très vigilant, encore une fois, sur la question des soins palliatifs. Le malade devra prendre la décision en pleine conscience. Ça veut aussi dire qu'il n'y aura pas de possibilité de directive anticipée. Vous avez quel regard sur cette question-là précise ? Eh bien, je pense que c'est plutôt sain de mettre des garde-fous, tous les garde-fous nécessaires, encore une fois, pour que ce choix soit libre et éclairé, que se fasse dans des conditions très encadrées. Ça ne peut pas être juste une aide au suicide. Ce n'est pas ça, l'aide à la fin de vie, pouvoir mourir dans la dignité. Et donc, c'est bien qu'il y ait des garde-fous, au même titre d'ailleurs que je trouve que c'est une bonne chose que des personnes mineures, par exemple, ne puissent pas y avoir accès, étant donné qu'on est libre et éclairé, réellement citoyen à part entière lorsqu'on est majeur, et donc je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'aux Pays-Bas, effectivement, la possibilité de l'aide à mourir est ouverte aux mineurs de plus de 12 ans, avec consentement parental jusqu'à 16 ans. Idem pour la Belgique, qui est devenue en 2014 le premier pays à autoriser l'euthanasie pour les mineurs sans limite d'âge. Vous dites, en France, ça, pour le coup, c'est pas possible, il faudrait pas que ça vienne on n'en est pas là, vous voyez bien, dans les débats, et en effet, moi je pense que pour l'instant, en tout cas, le débat n'est pas présent. En tout cas, on n'en est pas à ce niveau-là de débat dans la société française. La question, c'est déjà d'envisager la potentialité, l'ouverture en tout cas, vers un accompagnement vers la fin de vie. Et donc, je pense qu'il faut déjà mettre tous les garde-fous nécessaires, voir comment cela se passe, voir si les soins palliatifs sont réellement développés. J'insiste vraiment sur ce point, mais ce n'est pas un point à négliger. Parce qu'effectivement, les opposants redoutent que les plus faibles, les plus isolés, les plus démunis soient poussés finalement à demander l'aide active à mourir. Est-ce que c'est suffisamment encadré? Est-ce que ce risque-là n'existe pas? Bien, c'est notre crainte d'ailleurs d'avoir dissocié les deux textes, c'est que en fait ce choix s'impose, et ça ce serait une défaite énorme pour la société. Jamais de la vie
jamais, en tout cas, le fait de devoir mettre fin à ces jours parce que de toute façon, le destin est scellé, ne doit s'imposer à nous. Encore une fois, ce qu'on voit parmi celles et ceux qui pourraient être concernés par ce texte de loi, c'est que la plupart veulent à minima pouvoir utiliser d'autres chemins de recours, l'hospitalisation à domicile. Ils ne souhaitent pas rester uniquement à l'hôpital, pouvoir avoir une unité de soins, en tout cas à proximité de son domicile, de pouvoir avoir des interventions en EHPAD lorsque ces personnes se situent dans des EHPAD. Et donc, il faut mettre en place toutes ces mesures pour permettre ensuite que ce choix soit réellement libre et éclairé. Demain, Emmanuel Macron va prendre la parole. Il pourrait annoncer un certain nombre de référendums. Est-ce que, par exemple, un référendum sur la fin de vie, c'est ce qu'on entend dire, serait pertinent à vos yeux ? Écoutez, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose de consulter les Françaises et les Français. Maintenant, je trouve le chemin un peu curieux. On a un débat qui se lance à l'Assemblée nationale. Quelle sera la question, in fine, posée aux Françaises et Français sur ce sujet? Est-ce que si les députés, dans 2 semaines, votent ou ne votent pas la loi, on remet en question le vote des députés? Vous voyez bien que le processus paraît un peu curieux. Après, moi, je salue le fait qu'enfin le président de la République daigne interroger les Français sur différents textes. J'ose espérer que parmi ces textes, il y aura par exemple la question de la réforme des retraites, dont les députés n'ont jamais pu voter à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Eh bien, moi, je propose que les Français puissent trancher à leur tour. François Bayrou, lui, il a une autre idée en tête, une autre idée de référendum sur un plan de réduction des déficits, prendre le pouls des Français sur ce qu'on fait de leur argent. Vous trouvez que c'est pertinent ou que c'est un peu à côté de la plaque? Si, c'est très pertinent. Moi, je rêve d'une chose, c'est que dans ce pays, on ait des débats et que tous les Français puissent avoir un débat sur la question de la dépense publique. Enfin, en effet, c'est un sujet qui est très opaque. En plus, on n'a jamais, très rarement eu le débat à l'Assemblée nationale, étant donné qu'il y a eu des 49.3 qui ont régulièrement été utilisés sur la question du budget. Et donc, moi, je rêve qu'enfin, on puisse débattre du budget de la nation. Où va l'argent public? Quel investissement nous devons développer en faveur de notre industrie, de nos services publics, de l'énergie, par exemple. Et donc, moi, j'y serais plutôt favorable. Après, je crois savoir que le président ne l'entend pas de cette oreille. Oui, alors, si vous y êtes plutôt favorable, vous envisageriez quelles questions à poser aux Français sur cette question des déficits publics? Eh bien, par exemple, la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. On a dépensé des centaines de millions, même des milliards d'euros d'argent public de nos impôts à destination de grandes entreprises qui aujourd'hui licencient. Je me réfère notamment au formidable travail que fait le sénateur Fabien Gay, qui a une commission d'enquête qui est en cours sur l'utilisation de l'argent public. Eh bien, moi, je pense que les Français ont le droit de savoir où va leur argent. Comment se fait-il que ArcelorMittal a touché plus d'1 milliard d'euros alors qu'il supprime 630 emplois en parallèle? Eh bien, c'est une vraie question que les Français peuvent se poser. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un débat sur cette utilisation de nos impôts. Un dernier mot sur ce livre dont on parle beaucoup, qui est paru la semaine dernière, qui s'appelle La Meute, où les auteurs décrivent la réalité de ce qu'est la France insoumise, avec un Jean-Luc Mélenchon omnipotent qui demande une dévotion aveugle. Est-ce que déjà vous l'avez lu? Je ne l'ai pas encore lu. Il y a eu des ruptures de stock un peu partout, donc de toute façon, je n'ai pas encore pu m'acquérir ce livre. Mais bien évidemment, je le lirai. Est-ce que ce que vous en avez... j'imagine que vous avez vu les extraits. Est-ce que vous avez été étonné de ce qui est dépeint comme la méthode au sein de LCI et de la manière dont gèrent les troupes Jean-Luc Mélenchon? J'ai été étonné parce qu'en réalité, quand on est militant de gauche, on sait déjà qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, nous en avons nous-mêmes fait les frais. Fabien Roussel a été probablement une des premières personnalités politiques qui a été on va dire, insultée par ces méthodes de la France insoumise, mis de côté, qui a été victime notamment de la conjointe de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, qui le comparait à Jacques Doriot, qui est un collaborateur de l'Allemagne nazie, vichiste. Et donc, en effet, c'est des méthodes qui sont profondément, je pense, problématiques à gauche. Mais pour autant, j'étais surpris parce que j'ai appris encore une fois de nouvelles choses sur ces méthodes. Et je pense que ça ne fait pas rêver, en tout cas, le peuple de France, loin de là. Et c'est ce dont la gauche devrait s'atteler. Ça le discrédite pour finalement être candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il peut représenter la gauche au second tour de la présidentielle? Mais moi, je pense que la question de l'accession de Jean-Luc Mélenchon au second tour a déjà été tranchée 3 fois lors des précédentes élections présidentielles. Il n'y est pas parvenu. Et donc, si on veut que la gauche puisse l'emporter, en effet, il faut peut-être réinventer quelque chose de nouveau à gauche. C'est ce sur quoi je plaide, le fait qu'on puisse, en effet, réinventer à gauche une gauche qui ne soit ni la gauche qui fait peur avec Jean-Luc Mélenchon,
ni une gauche qui a trahi, incarnée notamment par le passé par François Hollande. Et vous souhaitez, vous, une primaire de la gauche ? Je ne sais pas si c'est une primaire qui fera rêver les Françaises et les Français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on puisse débattre des vrais sujets, retrouver la gauche du travail et pouvoir rassembler au-delà du Parti communiste français sur cette base-là pour pouvoir réinventer la gauche de demain. Donc ça veut dire, Fabien Roussel, si on trouve un personnage, un dénominateur commun à gauche, il pourrait ne pas être candidat à la présidentielle ? Je pense que Fabien Roussel reste le mieux placé pour ce faire, mais maintenant je pense que nous avons des points communs avec d'autres personnalités à gauche. Je pense à Clémentine Autain, je pense à François Ruffin et je pense que tout ce beau monde devrait déjà discuter. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous.